Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici, de vous parler un peu du commerce de l'or. Alors en 20 minutes, on va pouvoir juste soulever les enjeux, évidemment. Mais l'idée, c'est de vous présenter quelques-uns des enjeux, justement, que cette matière première-là, comme beaucoup d'autres, mais à l'exemple de celle-ci, révèle. Et puis de terminer justement avec cette initiative pour des multinationales responsables, que ce soit, je ne vous demanderai pas de signer vu qu'on va la déposer lundi, donc on a toutes les signatures, mais dont vous allez beaucoup entendre parler ces 2 prochaines années. On a même déjà vu une conférence de presse des lobbies économiques lundi pour dénoncer tout ce qui ne fonctionne pas dans l'initiative avant qu'on l'ait déposée. Donc voilà, le débat commence et puis vous allez certainement beaucoup encore en entendre parler. Je pense que le secteur de l'or permet bien de décortiquer les enjeux. Et au-delà, au fond, de l'initiative, de dire oui ou non à cette initiative, à tous les détails techniques dont on va débattre, c'est vrai que c'est un produit qui montre bien les enjeux de société auxquels on est confronté. Le premier enjeu de société, et c'est amusant parce que ça c'est un graphique qui vient de la production des téléphones portables, on le retrouve en fait dans beaucoup des affiches. C'est-à-dire que l'or, comme d'autres matières premières, est extrait dans des pays pauvres. Il est utilisé dans énormément des biens de consommation qu'on utilise. 50% ou 55% de l'or mondial est utilisé pour fabriquer des bijoux. Mais il y a aussi de l'or dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, alors en quantité infime par téléphone, mais il est utilisé aussi pour nos produits électroniques. Et ça démontre du coup bien la question de, mais au fond, les biens qu'on consomme ici en Suisse, comment est-ce qu'ils ont été fabriqués? Ça, c'est le parcours d'un téléphone portable dans le monde. Donc, depuis les pays comme le Congo, le Pérou, le Burkina Faso, dont vient l'or ou les autres matières premières dont on a besoin, jusqu'ensuite aux fonderies où l'or ou les autres matières premières sont transformées, jusqu'ensuite dans les usines électroniques où les différents composants des téléphones sont faits, et ensuite les téléphones sont assemblés jusque chez nous. Et au fond, on voit bien que ça soulève la question de savoir, mais comment est-ce qu'une entreprise peut maîtriser cette chaîne d'approvisionnement? Et ce à quoi j'aimerais vous rendre attentif, c'est que c'est un problème complexe. Donc, il n'y a pas de solution toute simple, mais aussi le débat, il est souvent entre les entreprises qui disent « nous faisons déjà tout bien », ce qui est un mensonge éhonté, et au fond, il suffit de faire ceci, cela et des solutions trop simplistes. C'est un problème complexe et au fond, ce sera une série de réponses qui permettront de le résoudre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à part certaines exceptions avec des filières beaucoup plus petites, on ne peut pas dire que les grandes entreprises maîtrisent ces chaînes d'approvisionnement. Et l'autre enjeu que l'or, peut-être encore d'autres matières premières plus, là les entreprises que je vous ai mises, c'est plus des entreprises de commerce de matières premières, cuivre, charbon, etc. Mais un autre enjeu qui soulève ces matières premières, c'est la question du pouvoir des sociétés transnationales. On voit bien ici, j'ai pris les 5 plus grandes entreprises de Suisse en termes de chiffre d'affaires. Et c'est très intéressant parce que si vous prenez les mêmes statistiques il y a 10 ans, vous avez, ou disons 15 ans, des toutes autres entreprises. Vous avez Nestlé, Roche, Novartis. Aujourd'hui, les plus grands acteurs économiques de Suisse sont tous des acteurs des matières premières, si on prend les 5 plus grandes, qui ont des chiffres d'affaires phénoménaux. Ce n'est pas les bénéfices, c'est le chiffre d'affaires. Et on voit que par rapport aux pays où ces firmes sont actives, j'ai chaque fois pris un exemple de pays où la firme était active et je vous ai mis le produit intérieur brut de ces pays. Et on voit bien, au fond aussi, entre certains États et ces entreprises, comment le rapport de force s'est inversé, c'est-à-dire que ces sociétés sont plus puissantes en termes de chiffre d'affaires et d'influence que certains des États dans lesquels ils exploitent. Alors pour être tout à fait clair, dans le secteur de l'or, les plus grandes fonderies dont je vais vous parler après, elles ont des chiffres d'affaires quand même moins grands que par exemple Vitol, Glencore, Cargill. Ça c'est vraiment les plus grandes entreprises des Suisses. Elles ont néanmoins des chiffres d'affaires très importants. Et comme l'a déjà dit Pierre tout à l'heure, ce qui est aussi intéressant avec l'or, c'est que plus que toute autre matière première, la Suisse est une plaque tournante du commerce de l'or. Et au fond, 70%, alors ça c'est les statistiques que moi j'ai, de l'or mondial est raffiné en Suisse. C'est-à-dire que c'est, 7 kg d'or sur 10 seraient raffinés en Suisse. C'est énorme.
Ce qui pose bien aussi la question de savoir, nous sommes un petit pays, la Suisse, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi notre responsabilité finalement? Et bien là, on a une responsabilité encore plus grande et particulière dans ce domaine de l'or. Comme l'a déjà dit Pierre, 4 des 7 plus grandes raffineries mondiales sont situées en Suisse, 3 au Tessin et une à Neuchâtel. Et puis, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'entre 2005 et 2013, les importations d'or en Suisse ont été multipliées par 8. Donc c'est un commerce qui est en croissance rapide et exponentielle. Donc ça reste un sujet extrêmement actuel. Alors, quels sont les enjeux qui sont soulevés par cette exploitation de l'or dans les pays en développement? Je ne vais pas prendre une firme particulière. Vous avez à l'entrée un rapport sur l'entreprise neuchâteloise Metalor au Burkina Faso, si vous voulez une étude de cas. Là, je vais prendre différents exemples. Je pense que dans beaucoup de pays, les mêmes enjeux se retrouvent, que ce soit au Burkina Faso, au Pérou, en République démocratique du Congo. Il faut savoir qu'il y a 2 types d'exploitation d'or qu'on retrouve dans beaucoup de ces pays. La première, c'est les mines artisanales. Donc vous avez des creuseurs plus ou moins indépendants qui vont creuser des puits pratiquement à main nue, qui sortent l'or et ensuite qui le revendent à des intermédiaires. Et d'autre part, et ensuite cet or arrive dans des circuits commerciaux mainstream. Aujourd'hui, 80% des travailleurs du secteur de l'or viennent au travail dans les mines artisanales, mais ils produisent que 20% de l'or mondial. Et l'autre type d'exploitation, c'est l'exploitation industrielle, donc faite par des entreprises nationales ou internationales qui sont dans ces pays. Et puis qui a un mode d'exploitation différent. Ce n'est pas tout à fait les mêmes outils de production, les mêmes outils d'extraction, voire même les mêmes outils, les mêmes substances pour traiter la matière première. Mais dans les 2 cas, il y a des enjeux environnementaux importants. Le premier, c'est que c'est une exploitation extrêmement intensive. C'est-à-dire qu'il faut énormément de kilos de rochers pour produire 1 kilo d'or. On a fait une étude où les calculs donnaient qu'il faut 42 wagons de train pour produire 1 kilo d'or. Donc vous imaginez la roche qu'on creuse. Et ensuite, pour séparer en fait la roche ou l'or de la roche, il y a des procédés de traitement au niveau industriel. La photo que vous voyez là, c'est une mine industrielle justement au Burkina Faso. C'est avec du cyanure. Alors bien sûr, les industries mettent des protections, mais souvent ils les entreposent mal s'il y a des pluies. Dans ce cas au Burkina Faso, la roche et les substances coulent ensuite dans les champs et détruisent les champs des paysans alentours. Dans les mines artisanales, c'est des traitements au mercure qui sont extrêmement toxiques pour l'environnement. Il y a vraiment des catastrophes écologiques, notamment au Pérou, dans la région de Madre de Dios, où si vous survolez la région en hélicoptère, vous voyez vraiment des trous dans la forêt détruits par ces exploitations artisanales. C'est aussi extrêmement dangereux pour la santé. Si ça vous intéresse de creuser ça, il y a un film documentaire qui s'appelle Dirty Gold War de Samuel Schweitzer qui est sorti il y a un an. Je ne sais pas si vous l'avez ici, peut-être, sûrement. Et puis, qui montre bien des témoignages de la réalité du terrain. Au niveau des droits humains, il y a une série de problèmes qui se posent très régulièrement. Le premier est sans doute le plus difficile parce qu'il est très difficile à bien gérer sans violation des droits humains, c'est les déplacements de population. C'est-à-dire que l'or, comme les autres matières premières, est à un endroit. Donc, les entreprises, quand elles veulent exploiter ces concessions, elles font souvent des accords avec les gouvernements, elles obtiennent les concessions, mais il y a des villages sur ces concessions. Alors, il y a aujourd'hui des standards internationaux pour déplacer les populations. Très souvent, ces déplacements posent 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il y a des pays où les populations ont le droit de dire non. C'est malheureusement peu de pays.
et ce droit n'est pas respecté, c'est-à-dire qu'il peut y avoir les populations qui disent non, on ne veut pas quitter cette terre, on ne veut pas déplacer nos champs, mais le gouvernement et les entreprises ne respectent pas leur droit de dire non. Il y a des pays où ce n'est pas un droit légal reconnu dans la loi, donc ils doivent se déplacer, mais les déplacements ne prennent pas en compte tous les facteurs pour qu'ensuite dans leur nouveau lieu de vie, ils puissent avoir l'accès à l'eau, un revenu, etc. Dans le cas qu'on a étudié au Burkina Faso, il y a eu 14 000 personnes qui ont été déplacées entre 2009 et 2013 pour 3 mines différentes. Et on a bien vu que l'entreprise a reconstruit des maisons dans un autre terrain. Par contre, ces maisons, par exemple, c'était des maisons en béton qui étaient faites très proches les unes des autres. Et au Burkina Faso, les familles vivent ensemble et ensuite ils rajoutent chaque fois des pièces quand il y a des nouveaux enfants. Et les familles ensuite habitent ensemble. Et c'était plus possible dans ce nouveau mode d'habitat. Plus grave et qu'on peut plus mettre vraiment dans le cadre des droits humains, c'était la question du droit à l'eau. C'est-à-dire que dans ce nouveau village, il y a des puits qui ont été forés. Il y a des puits qui ont été pollués par l'exploitation minière et ensuite ça devient extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus que 50% de l'eau qu'ils avaient auparavant. Ils ont dû faire des démarches auprès de l'entreprise pour qu'ils creusent des nouveaux puits. L'entreprise ne voulait pas parce que souvent ce qu'ils font c'est le déplacement, ils font un suivi sur 2 ans, puis après c'est un peu voilà, nous on a fait notre travail, maintenant c'est au gouvernement de prendre en charge. Le gouvernement ne le fait pas et donc les gens se retrouvent sans accès correct à l'eau où ils doivent marcher tout à coup 3 à 4 km pour trouver un puits d'eau dans le village voisin. Il y a un problème aussi qui se présente très fréquemment avec les champs, c'est-à-dire que quand on déplace des populations où les gens avaient des champs d'agriculture et c'était leur source de revenus, on doit leur donner des nouveaux champs. Est-ce que dans ces nouveaux champs, ils sont aussi fertiles? Est-ce que les cultures poussent? Souvent, ce n'est pas le cas. Et là encore, il n'y a pas un suivi qui est correct, qui est fait auprès des populations. Un autre problème qu'on retrouve très souvent, c'est le problème du travail des enfants, surtout dans les mines artisanales. Dans les mines industrielles, vous avez très peu de travail des enfants. Et là, il faut aussi être clair, c'est-à-dire quand c'est l'exploitation industrielle, c'est très rare. Par contre, au sein des 80% de travailleurs artisanaux qu'il y a dans le monde, il y a extrêmement souvent des enfants. C'est évidemment un problème compliqué à résoudre, qui dépasse bien le cadre aussi de juste l'exploitation minière. Ce qui est problématique, c'est simplement que les entreprises disent « chez nous, il n'y a pas de travail des enfants dans notre chaîne d'approvisionnement », alors que ce n'est pas possible. Et j'ai fait une fois une conférence cet hiver avec une petite fonderie de Neuchâtel et c'était très intéressant parce que le fondeur, qui était un entrepreneur d'une PME, a dit « mais au fond, moi, j'ai arrêté de travailler avec le Burkina Faso », on présentait notre étude sur le Burkina Faso, parce qu'au Burkina Faso, c'est impossible d'avoir de la traçabilité. Donc, si vous voulez qu'une grande firme comme Metalor dise on contrôle toute notre chaîne d'approvisionnement, nous on va faire des enquêtes sur le terrain, on découvre plein de problèmes, c'est pas possible aujourd'hui, pratiquement pas possible. Et vous avez des petits entrepreneurs qui le disent. Après, il ne s'agit pas de dire que tout le problème du travail des enfants, c'est à cause de ces méchantes entreprises. Au Burkina Faso, il y a beaucoup de travail des enfants et c'est complexe à résoudre. Mais il faut être clair sur le fait qu'il y a des enfants dans ces chaînes d'approvisionnement et qu'il faut s'atteler à la résolution de ce problème. Un quatrième problème qui est très grave, qui est assez différent suivant les pays, c'est les violences policières ou guerrières. Vous avez sûrement entendu parler des minerais de la guerre dans l'est du Congo, dans la région du Kivu. Pendant des années, l'exploitation de l'or et d'autres matières premières a permis aux groupes rebelles et aux différents groupes armés de financer la guerre. Ça a été démontré par des rapports des Nations Unies. Et là encore, ces minerais entraient dans le circuit international, étaient rachetés et finissaient dans les fonderies suisses. Il y a même eu un procès sur un cas précis. C'est très dur de retracer, de faire ensuite vraiment, de prouver cette provenance. Mais c'est une lapalissade de dire qu'au fond, ces minerais arrivaient aussi en Suisse. Et un quatrième enjeu concerne les violences policières. Dans certains pays, on le voit bien dans le film Dirty Gold War,
vous avez des manifestants qui refusent l'exploitation d'une mine ou l'extension d'une mine sur une terre qui est une terre sacrée pour les paysans dans la région de Yanacocha. Et c'est vrai qu'il y a des accords secrets qui ont été faits entre les forces de police et l'entreprise et qui font que quand ces personnes-là manifestaient, ça dégénérait souvent en violence armée avec des morts et des situations extrêmement violentes. Oui. En fait, ce n'est pas des policiers, c'est des milices privées. C'est pas la vraie police. Il y a un chef, c'est un vrai policier, mais le reste, c'est tout privé. Il y a moins que la police. Mais là, ils avaient pu démontrer même par une enquête. C'est vrai qu'ils ont leur propre service de sécurité privée, mais ils avaient pu, parce qu'il y avait eu un document il y a eu une fuite, puis démontrer qu'il y avait aussi un accord officiel entre l'entreprise et les forces de police gouvernementales pour protéger justement le terrain de l'entreprise. Alors bien sûr, il faut aussi que l'entreprise puisse se protéger. Simplement là, il y a une inégalité en quelque sorte de traitement et une violence, une escalade très rapide de la violence envers les manifestants qu'on voit bien en fait dans ces films. On peut volontiers en reparler encore après. Donc, ce que j'essayais de vous montrer par ce rapide survol, c'est que l'or est une industrie à très haut risque en termes environnementaux, de droits humains. Je n'aborde pas ici la question de la corruption ou du blanchiment d'argent. Et donc, ça soulève vraiment une série de questions. Alors, quelles sont les mesures politiques demandées par les ONG? Mon collègue va vous présenter une alternative qui est la construction de filières équitables, mais ça reste extrêmement marginal. En fait, ce n'est pas significatif sur le marché suisse, donc c'est intéressant. Mais il faut aussi encadrer le marché mainstream qui représente cet énorme chiffre d'affaires dans le monde sur le commerce de l'or. Au niveau des mesures politiques demandées par les ONG, il y en a plusieurs, mais il y en a surtout deux que je voulais vous présenter. La première, je pense que c'est extrêmement intéressant parce que quand on importe de l'or en Suisse, jusqu'à très longtemps, on ne savait pas combien on importait d'or de quel pays. Et c'était des statistiques qui étaient secrètes. Donc, vous avez des statistiques d'importation pour le café, pour les bananes, les oranges. Et pendant des années, le Conseil fédéral a refusé de publier ces statistiques. C'était une façon de protéger le commerce de l'or, notamment quand il y avait l'embargo aussi sur l'apartheid en Afrique du Sud. Les statistiques n'étaient pas publiées. La Suisse est un des pays qui a fait le plus longtemps le commerce de l'or avec l'Afrique du Sud, alors qu'il y avait des sanctions internationales. Et c'est seulement il y a 2 ans que le Conseil fédéral a accepté de publier ces statistiques. Après plusieurs interpellations parlementaires, donc c'est un premier pas. Simplement maintenant, si on regarde ces statistiques, elles déclarent seulement le dernier pays d'importation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'or, et puis il y a la déclaration de Berne qui a fait une enquête très intéressante là-dessus, qui est déclaré en Suisse comme venant du Togo. Ils ont fait une enquête et ils se sont étonnés parce qu'en fait, le Togo n'a pratiquement pas d'or. Donc ils se sont dit comment ça se fait qu'on importe autant d'or du Togo. Et puis, ils ont suivi la filière et puis ce qui est apparu, c'est que c'est simplement de l'or qui vient du Burkina Faso, qui est exporté plus ou moins légalement ou illégalement vers le Togo et ensuite qui vient en Suisse et qui est déclaré à la douane suisse comme de l'or du Togo. Simplement aujourd'hui, il n'y a rien qui oblige les entreprises à aller plus loin que ça. Donc à dire, voilà, il ne vient pas du Togo, mais en fait à l'origine il vient du Burkina Faso, ou au moins à savoir d'où il vient. Donc une demande très concrète qui est cruciale pour qu'il y ait plus de transparence en fait dans tout ce commerce, c'est qu'il y ait la mention pas juste du dernier pays d'exportation, mais du pays d'origine de l'or. Et l'autre demande concerne l'obligation de diligence en matière de droits humains. Ça, c'est le cœur de l'initiative qu'ensuite je vais rapidement vous présenter et je finirai presque avec ça. C'est-à-dire que vous avez plusieurs entreprises, même Metalor, qui est au centre du rapport qu'on a publié en février, qui ont un certain nombre de démarches volontaires. Elles ont des processus de diligence, on appelle ça,
pour voir d'où vient leur or et est-ce qu'il n'y a pas des violations de droits humains dans leur filière d'approvisionnement. Il y en a 2 principales que je vous ai citées ici. Le problème, c'est que souvent, ces mesures volontaires sont insuffisantes. On pourra en reparler plus en détail si ça vous intéresse. Et très peu transparentes. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de Metalor, par exemple, vous voyez simplement un certificat qui dit « Voilà, nous avons été certifiés par la London Bullet Association ». Vous n'avez aucune information qui dit comment est-ce qu'ils font ce devoir de diligence, quelles mesures concrètes est-ce qu'ils mettent en place. Donc, c'est encore un secteur, parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus avancés, qui est très peu transparent pour dire même comment est-ce qu'ils travaillent. Donc, pour le domaine de l'or, mais au-delà de l'or, en fait, dans tous les domaines importants pour la Suisse, un groupe de 70, maintenant on est presque 80 ONG, on a lancé cette initiative pour des multinationales responsables qui va être déposée lundi. Qu'est-ce qu'elle demande, cette initiative ? Je vous l'explique juste brièvement, mais c'est important parce qu'il y a déjà beaucoup de faux bruits. On peut ne pas être d'accord avec l'initiative, mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Cette initiative, ce qu'elle dit, c'est que toutes les entreprises suisses devraient être obligées de faire un devoir de diligence en matière de droits humains. Ce devoir de diligence, on pourra aussi y revenir, il a été défini par les Nations Unies, donc ce n'est pas un concept qu'on a inventé, c'est absolument rien de nouveau, c'est même quelque chose qui a été reconnu par les autorités suisses, par même les entreprises et le lobby économique, le International Chamber of Commerce, qui a travaillé aux travaux là-dessus des Nations Unies. Donc ce concept est partagé et reconnu par tout le monde. Ça veut dire qu'une entreprise, elle doit adopter une politique de droits humains, elle doit connaître sa chaîne d'approvisionnement, elle doit savoir si elle risque de violer les droits humains. Par exemple, au Burkina Faso, c'est quoi mes risques? Il y a des déplacements de personnes, est-ce qu'il y a du travail des enfants? Elle doit prendre des mesures pour diminuer ces violations. Ces mesures sont d'autant plus importantes qu'elle a plus de contrôle sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, si elle possède une filiale, elle doit prendre beaucoup de mesures. Si elle est le 10e maillon dans la chaîne, elle doit prendre moins de mesures. Et ensuite, elle doit vérifier si ces mesures sont efficaces et communiquer à ce sujet. Ça, c'est les 4 étapes du devoir de diligence. Donc, l'initiative demande que toutes les entreprises fassent ce devoir de diligence. La seule différence, le concept est reconnu, c'est qu'on demande que ce soit ancré dans la loi parce que notre expérience du terrain, c'est que tant qu'on n'a pas inscrit un certain nombre d'éléments fondamentaux dans la loi, et là on parle de droits humains, donc pour nous c'est des éléments fondamentaux de la dignité humaine, les choses sont mises en œuvre de manière très inégale, suivant les entreprises. Et même au sein des entreprises, beaucoup de gens nous disent, parce qu'on a beaucoup de discussions avec des responsables dans des entreprises, nous disent que c'est évident que ça, du moment que c'est inscrit dans la loi, ça entre dans les processus de décision des entreprises, dans la direction, dans les conseils d'administration et que ça a un poids beaucoup plus important qu'aujourd'hui où vous avez tout, en fait, les enjeux les plus importants, puis de manière volontaire, on fait un peu de droits humains. Ce que dit l'initiative aussi, c'est que quand une entreprise en contrôle une autre, et dans ce cas seulement, donc si par exemple, ce n'est pas le cas dans le cas de Metalor de notre étude, mais une autre étude qu'on a faite sur une firme qui s'appelle Glencore, vous avez Glencore en Suisse, ils ont une filiale, ils ont 75% des actions au Congo. Donc ils contrôlent cette filiale, ils ont aussi 4 membres de Glencore dans le conseil d'administration. Donc ça, c'est juridiquement un contrôle économique. Il n'y a pas en fait de discussion, c'est même écrit dans le droit suisse, c'est un contrôle. Dans ce cas-là, s'il y a une violation grave des droits humains, les victimes peuvent déposer plainte en Suisse. Mais seulement dans ce cas-là. C'est en fait le mécanisme de sanction prévu par l'initiative. Et je terminerai juste avec ça, c'est un peu quelles sont les réponses actuellement du Conseil fédéral et du Parlement, à la fois sur cette question plus générale de droits humains et sur cette question de l'or.
c'est vrai qu'il y a eu ces 5 dernières années un pas important qui a été fait en avant, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du problème, tant du Conseil fédéral que du Parlement, de dire ce domaine des matières premières soulève des enjeux importants, il y a des violations, et même ça peut être un risque pour la réputation de la Suisse, si trop d'entreprises commettent de telles violations. Par contre, en termes de réponses, les réponses données jusqu'à maintenant par le Conseil fédéral et le Parlement sont toujours l'engagement et le soutien à des initiatives volontaires. Ça peut être des initiatives suisses, le plus souvent c'est des initiatives internationales et un dialogue au niveau international. Donc il y a un refus à ce que la Suisse fasse un premier pas jusque-là, même dans un domaine comme l'or, où on pourrait dire, même si on est un petit pays, on a une extrêmement grande influence dans ce secteur. Et il y a un refus de normes contraignantes, presque par principe, mais là encore on peut aller plus loin dans la discussion si ça vous intéresse, c'est-à-dire que de dire aujourd'hui on rend obligatoire le devoir de diligence, c'est une position qui n'est pas et ne peut pas être défendue aujourd'hui par le Conseil fédéral et qui a été refusée par le Parlement. Il y a eu une motion il y a 1 an et demi au Parlement qui avait été déposée par la Commission des Affaires étrangères, par une parlementaire du centre-droite, Ursula Haller à l'époque. Et puis c'était intéressant parce que cette motion a été acceptée dans un premier temps par le Conseil national. Il y a eu un vote. C'était une motion très modérée en fait dans la formulation. Et puis 1 heure et demie après, suite au lobby des acteurs économiques, ils ont demandé un deuxième vote parce que la motion a été acceptée à 91 voix pour et 90 voix contre. Et c'est la voix du président du Conseil national qui a fait pencher la balance. Et ils ont demandé un deuxième vote en arguant qu'il y a quelqu'un qui s'était trompé de bouton. Ce quelqu'un c'est pas de sa faute, mais c'était Christophe Darbolet qui est quand même président du PDC. Et on se demande comment il peut se tromper de bouton. A priori, il a quand même une grande expérience du Parlement. Et du coup, il y a eu un deuxième vote. Et dans ce deuxième vote, la motion a été refusée. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne aussi parfois. Il y a eu un postulat par contre qui a été accepté pour l'or, déposé par Luc Recordon il y a 1 an et demi, et puis qui demande une étude sur le secteur de l'or. Alors c'est certainement un pas dans la bonne direction, mais notre expérience, on a fait faire des études, enfin on a travaillé avec des parlementaires, il y a eu des études dans d'autres domaines, c'est que après il y a une étude, mais quand après on tire les conclusions de l'étude pour dire maintenant il faut agir politiquement et prendre des mesures politiques, en principe il n'y a pas de majorité au Parlement, et ça c'est sans doute plutôt péjoré avec les dernières élections, et c'est pour ça aussi qu'on a lancé cette initiative.